Alors le sujet de ce soir peut paraître un sujet léger, mais je pense que nous aurons l'occasion à la fin de la soirée de peser exactement ce qu'il vaut. Et en particulier de voir un peu quels sont les liens entre l'arnaque et la morale. Notre morale, est-ce qu'il y a une éthique dans l'arnaque, s'il n'y en a pas, et est-ce que d'une certaine manière ça influe sur notre comportement. Mais je terminerai mon propos par une chose, c'est que M. Christian Chavagneux, qui est docteur en économie, et je pense que, alors je vais peut-être faire un jeu de mots, mais nous avons besoin effectivement de médecins aujourd'hui, de docteurs, pour peut-être relire, revoir le diagnostic concernant notre économie aujourd'hui. Mais en tout cas, ce qui m'a intéressé, c'est qu'il a écrit 2 livres, et ces 2 derniers, je pense, dont le titre c'est « Les paradis fiscaux » et l'autre c'est « Les aventuriers de la finance perdue ». On voit là déjà que derrière ce qui peut apparaître comme étant très figé, rigide, dur, l'économie, il peut y avoir de l'humour. Et puis ce qui m'intéressait, je terminerai par là, c'est que j'ai compris que ces 2 livres ont été écrits à plusieurs mains, avec quelqu'un d'autre. Et je pense que ça aussi c'est important. La recherche, elle se fait d'une manière sûrement individuelle, mais elle nécessite aussi le partage avec d'autres pour pouvoir s'enrichir. Alors, je vais maintenant donner la parole, peut-être en attendant quelques instants, pour que les gens puissent venir et s'installer, parce que je vois qu'Éric est en train de déplacer des chaises, de manière à ce que nous soyons tous prêts pour cette conférence. En tout cas, je remercie à l'avance Christian Chavagneux pour s'être déplacé, affronter une grève qui n'en est pas une, qui en est une petite, et d'être donc avec nous pour nous aider à réfléchir sur cette question qui est, me semble-t-il, très intéressante sur l'escroquerie. Et je vous rappelle donc ce livre qui est extraordinaire et qui est vraiment intéressant. Voilà. Je donne la parole à Christian Chavagneux. Bonsoir à tous. Merci pour votre invitation. Je suis déjà venu au 172 une fois, puisqu'il se trouve, pour tout vous dire, que l'ancien président d'Anne Salle travaillait avec moi à Alternative économique. C'est comme ça que j'ai connu le centre. Et j'étais venu déjà parler finances. Et là, je viens parler escroc, ça donc c'est le même sujet. Merci donc pour votre invitation, merci pour votre chaleureuse présentation, et merci à vous tous d'avoir bravé, non pas la grève, mais ces conditions sanitaires un petit peu particulières. Ça fait bizarre, c'est la première conférence où tout le monde est masqué. En tout cas, merci beaucoup d'être venus aussi nombreux pour venir parler d'un sujet un peu particulier, puisque effectivement, après avoir beaucoup travaillé sur les paradis fiscaux, sur la finance en général, c'est-à-dire à l'occasion d'un livre sur les crises financières, que j'ai été amené à m'apercevoir des crises financières tout au long de l'histoire. J'étais amené à m'apercevoir que dans toute grande crise financière internationale, on croisait toujours des escrocs. Il y a des personnages intéressants. Bon, c'est pas mon propos, je vais les mettre de côté, j'y reviendrai plus tard. Finalement, j'y suis revenu. J'y suis tellement revenu que ça m'a pris 4 ans de travail pour écrire ce livre, avec des recherches à la Bibliothèque nationale, des recherches aux Archives nationales, beaucoup de lectures, quelquefois trop. On en parlait juste avant, quelquefois il faut savoir s'arrêter. L'affaire du collier de la reine, dès que vous parlez de l'affaire du collier de la reine, à peu près tout le monde la connaît, et puis dès qu'on pose une ou deux questions, dès qu'on rentre dans le temps, on s'aperçoit qu'on ne la connaît pas si bien. Mais ça a fasciné tous les historiens depuis le moment où ça s'est passé, 1785, jusqu'à aujourd'hui. Et puis d'autres affaires où je me retrouve aux Archives nationales avec un petit dossier grand comme ça, 4 papiers pelures, une liste à l'intérieur, avec pratiquement rien dedans, et puis tout d'un coup, recherche sur Internet, rien, et puis un mois après, recherche sur Internet, vous savez ce que c'est les Google, on passe, on fait sa recherche de manière différente, et paf, et tout d'un coup, voilà, j'ai tout le compte rendu du procès, ça me permet d'avancer. Alors pourquoi écrire un livre sur les escrocs? Parce que si vous faites un petit tour sur Internet, si vous allez à FNAC, que vous regardez le livre sur les escrocs, vous allez voir qu'il y en a déjà eu beaucoup sur les escrocs. Mais à chaque fois, j'étais déçu. Pourquoi? Parce que c'est vrai que les personnages sont fabuleux, c'est vrai que les histoires sont fabuleuses, mais je ne comprenais pas toujours comment ça s'était passé. Raconter, c'est bien, mais
j'ai expliqué, je me suis dit c'est mieux. Et en essayant de trouver les explications à ces différentes arnaques, le but étant de se dire, peut-être que si je passe en revue une dizaine, une douzaine d'arnaques, je vais peut-être trouver un peu la substantive de l'arnaque. Est-ce qu'il n'y a pas un modèle type de l'arnaqueur ou de l'arnaque? Et c'était ça que j'avais en tête au début. Et je me suis vite aperçu que pour comprendre réellement les arnaques, on pouvait les comprendre que dans la mesure où elles s'inscrivent dans le fonctionnement de l'économie au moment où elles se produisent. Et là, je me suis dit, le journaliste économique peut servir à quelque chose, peut amener une autre façon, non pas de raconter simplement, mais d'expliquer ces arnaques. Et pour les comprendre, il fallait se référer au fonctionnement de l'économie au moment où elles se produisent. Et du coup, à l'envers, en ayant ces personnages fabuleux, me voilà capable, j'espère, d'écrire l'histoire du capitalisme et de la dynamique du capitalisme du XVIIIe siècle à nos jours, mais pas en décrivant un bouquin d'histoire économique ou de théorie économique, mais à partir de personnages et d'histoires à peu près fabuleuses. Donc c'est ça que j'ai voulu faire, essayer d'expliquer comment le capitalisme a évolué du XVIIIe siècle à nos jours à partir de ces escrocs qui ne peuvent fonctionner que parce qu'ils s'inscrivent dans le fonctionnement de l'économie du moment. J'ai trouvé les plus anciennes escroqueries du temps de l'Antiquité. On s'aperçoit que déjà des riches se font arnaquer en passant par des circuits un petit peu opaques qu'on n'appelle pas déjà des paradis fiscaux, mais qui avaient déjà au 5e siècle avant Jésus-Christ des arnaques à l'assurance, petites arnaques à l'assurance, en fait du commerce international, puisque vous avez un promoteur qui amène de l'argent à un marin qui lui dit, moi je viens en Grèce, je vais aller chercher du blé du côté de la Turquie, je vais le ramener, et puis j'ai besoin d'un peu de capitaux. Et il y a une chose, une particularité à l'époque, c'est que si le bateau coule du fait de pirates, s'il y a tempête, eh bien on n'est plus obligé de rembourser notre créditeur. Et donc qu'est-ce qui se passe? Deux marins marseillais qui sont à la tête du bateau, le capitaine et son second, vont voir des financiers en leur disant, tiens, le stock de blé que je suis en train de mettre dans le bateau, c'est le mien, dit capitaine, est-ce que vous êtes prêt à me prêter un peu d'argent? Dès que je retourne en Grèce, je vends le blé et je vous rembourse. Et donc les créditeurs voient le second en disant, ton capitaine, on peut lui faire confiance, il a une super probité. Pendant ce temps-là, le numéro 2 va avoir d'autres créanciers en disant, tu sais, le bateau, le blé en fait, c'est le mien. Et dès que je suis en Grèce, je vais vendre le blé et je te rembourse. Alors qu'on parle le capitaine, donc le second, on peut lui faire confiance, mais aucun problème, c'est vraiment un super honnête, je travaille depuis très longtemps. Et les deux marins, comme ça, récupèrent beaucoup d'argent, qui transfèrent à Marseille immédiatement, comme quoi les circuits financiers internationaux étaient déjà bien présents, et en plein milieu du voyage, tout à coup les passagers entendent un bruit bizarre, et ils ne trouvent personne, et ils vont à la cale, là ils trouvent le capitaine avec une hache en train de s'aborder le bateau. Et donc, course-poursuite, évidemment, le capitaine se fait pratiquement massacrer, du coup il se jette à l'eau, oubliant que, et c'est toujours vrai aujourd'hui, celui de la famille de marins, beaucoup de marins ne savent pas nager. Et se jette à l'eau et il se noie. Et du coup, le numéro 2 essaye d'arnaquer, de continuer à arnaquer, de poursuivre l'arnaque, sauf que sur le bateau, il y a un gars qui dit non, le bateau n'est pas en train de couler, vous pouvez rester. Et en fait, ce qu'il ne savait pas, ce que le capitaine du numéro 2 savait, c'est que le créancier, celui qui avait prêté de l'argent pour que le bateau soit affrété, avait un homme à lui sur le bateau pour vérifier, parce qu'il savait très bien que si le bateau avait un problème, il ne serait pas remboursé. Donc il avait un homme à lui sur le bateau. C'est ce qu'on appelle l'arnaque au prêt à la grosse aventure. La grosse aventure, c'est-à-dire sur le commerce international. Donc alors, on est au 5e siècle avant Jésus-Christ, et c'est la première arnaque un petit peu historique que j'ai trouvée. On a le procès, puisqu'on a l'avocat, qui était Démosthène, qui est resté connu autrement que pour ses plaidoiries. On n'a pas le résultat du procès, on a la plaidoirie de l'avocat, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais on sait, compte tenu du contexte économique et juridique de l'époque, que cette arnaque au prêt à la grosse aventure a été multipliée beaucoup de fois et que c'était l'une des grosses arnaques de l'époque. Donc ça, c'était c'est la première petite histoire que j'ai trouvée pour démarrer le livre. Et puis j'ai mon premier chapitre qui est cette fabuleuse histoire du collier de la reine. Donc l'histoire du... Est-ce que vous connaissez l'histoire du collier de la reine?
Un petit peu, oui, comme tout le monde. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas vraiment, je rappelle, et je la détaille un petit peu, et peut-être que j'espère pour ceux qui la connaissent vous faire découvrir quelques détails un petit peu particuliers. 1770, Louis XV est au pouvoir, il a perdu ses enfants, donc le prochain, l'héritier, c'est son petit-fils, le futur Louis XVI. Bien évidemment, il va falloir assurer la suite, donc il faut trouver une femme à Louis XVI. À ce moment-là, premier aspect important de cette intrigue, qu'on ne comprend pas sinon, la dimension géopolitique du moment de la fin du XVIIIe. La France est proche de l'Autriche, on envoie quelqu'un voir Marie-Thérèse d'Autriche en disant là, il y a le petit-fils de Louis XV qu'on doit marier, vous avez plein de filles, est-ce qu'il n'y en a pas une qui ferait l'affaire? Et Marie-Thérèse prend Marie-Antoinette en disant celle-là, elle sera vraiment bien. Donc du coup, on envoie un prêtre, l'abbé de Vermont, qui va voir Marie-Antoinette, et alors, le roi Louis XV dit elle a un peu de cruche, mais ça fera l'affaire. Je vais la prendre un peu, je vais la former, je vais lui apprendre des trucs, elle ne se comprend pas bien à table, elle ne sait pas bien parler, son français n'est vraiment pas très bon, mais bon, je vais la prendre quelques mois, et puis elle pourra venir. En 1770, Marie-Antoinette, 14 ans, est mariée au futur Louis XVI. Quand elle vient, bien évidemment, elle ne prend pas l'avion à l'époque, quand elle vient en carrosse de Vienne jusqu'à Paris et Versailles, elle s'arrête à Strasbourg, et là il y a un vieil abbé qui est là, qui a un jeune neveu, et ce jeune neveu il s'appelle Louis de Rohan, et Louis de Rohan fait un magnifique discours qui célèbre Marie-Antoinette et Marie-Thérèse d'Autriche. La jeune future reine dit bon, il est un peu vieux ce monsieur, il a 35 ans, j'en ai 14, mais il a bien rendu hommage à maman, et c'est vraiment quelqu'un d'intéressant. Et déjà tous les gens autour d'elle disent non mais méfie-toi, c'est un coureur de jupons, c'est quelqu'un qui n'est pas très sain, c'est pas quelqu'un de bien. Donc voilà, Marie-Antoinette, dès qu'elle arrive en France, elle a cette petite musique comme quoi Louis de Rohan, c'est pas quelqu'un de bien. Louis de Rohan, c'est un personnage qui vient, il n'est pas tout seul, il vient d'un clan. Et de fait, s'il est devenu abbé, c'est parce qu'il sait très bien qu'en prenant la possibilité de contrôler différentes abbayes, il va avoir beaucoup de rentrées d'argent. La religion, il n'en a pas grand-chose à faire. C'est de fait un coureur de jupons aux nombreuses maîtresses. Et ça va jouer un rôle. 1772, il est nommé ambassadeur de France à Vienne. Le voilà donc chez Marie-Thérèse, chez la mère de Marie-Antoinette. Et là, au début, Marie-Thérèse dit oh, bah, ça nous change de l'ancien ambassadeur, qui était un petit peu frileux. Lui, au moins, c'est l'ambassadeur à la française, le faste, les fêtes. En fait, Rohan fait très bien son travail parce qu'il organise tous ces soupers et ces jeux. C'est parce qu'il a toute l'aristocratie locale et ça lui permet de récupérer des informations. D'ailleurs, il va trouver un espion qui lui donne les messages diplomatiques de Marie-Thérèse, qui fait qu'il va faire un travail remarquable d'espionnage pour la France. Il fait cette fameuse ambassade, et puis Marie-Thérèse dit bon, quand même, c'est un gars un peu aux mœurs dissolues, il faut que je fasse attention avec ce Français. Et sur la place publique, il y a le gros problème géopolitique du moment, c'est la Pologne. Et la Russie, l'Allemagne, et l'Autriche veulent se partager la Russie, mais en public. Marie-Thérèse dit oh là là, les Polonais, il faut les laisser, ce serait dommage que ce pays soit dépecé, alors que, grâce à son espion, Louis de Rohan sait que Marie-Thérèse est en train de négocier avec les deux autres pays pour découper la Pologne et s'en prendre une petite partie. Donc il envoie une missive au ministre des Affaires étrangères français en disant voilà, Marie-Thérèse, en public, elle pleure sur la Pologne, et puis en privé, elle a le couteau pour découper. Ça fait rire tout le monde à la cour de France, mais évidemment, ça revient aux oreilles de Marie-Antoinette, qui n'est pas du tout contente qu'on se moque de sa mère. Et là, voilà, déjà on lui avait dit attention, méfie-toi de Rohan. Là, tout de suite, ça devient un ennemi. Et là, tous les biographes de Marie-Antoinette me disent c'est quelqu'un d'obtus, de rancunier. Jamais elle ne pardonnera la plus petite faute. Et voilà que Rohan revient à Paris, et là commencent les 3 batailles avec Marie-Antoinette. Il faut comprendre cette bataille pour comprendre pourquoi après Louis de Rohan va se faire piéger par le jeune arriviste. D'abord, il veut devenir le premier père de l'Église de France, grand aumônier. Et Marie-Antoinette dit ne vous inquiétez pas, dit-elle au clan Rohan, bien sûr que le poste de grand aumônier vous est réservé. Mais elle a sa petite idée avec ce soit le frère de Louis de Rohan qui prenne la place.
Heureusement qu'il arrive à déjouer la chose, il devient un grand aumônier. Ensuite, évidemment, il veut devenir cardinal. Là, Marie-Antoinette dit à Louis XVI, qui est devenu roi entre-temps, écoute, là, je t'avais dit pour le grand aumônier que je ne voulais pas Rohan, tu as accepté Rohan, pour le cardinal, tu me jures que tu ne nommeras pas Rohan cardinal. Sauf que ce qu'elle ne sait pas, Marie-Antoinette, c'est que le roi de Pologne a le droit aussi de nommer un cardinal dès qu'il y a une place. Or, il se trouve que le roi de Pologne et Rohan ont participé au même salon mondain et littéraire. Rohan est devenu membre de l'Académie française. À peine on apprend que le cardinal français qui est décédé va laisser sa place, il y a un messager qui vient faire signer la lettre au roi de France, comme quoi il n'interdit pas quelqu'un d'autre de nommer roi cardinal. Le messager part dès 6 h du matin jusqu'en Pologne pour faire signer au roi de Pologne le fait qu'il nomme roi cardinal. Marie-Antoinette se lève, comme à son habitude, très tard, en fin de journée, elle apprend que le cardinal est mort, elle est toute contente, elle vient dire au roi, tu vas pouvoir nommer, et il dit désolé, le roi de Pologne est déjà nommé Louis d'Oran. Voilà, second combat avec Marie-Antoinette, et Louis de Rohan devient le cardinal de Rohan. Je vous passe très rapidement sur la troisième bataille. Il veut devenir proviseur de la Sorbonne. Marie-Antoinette a un autre candidat. A priori, quand on fait le décompte juste avant l'élection, c'est le candidat de Marie-Antoinette qui va gagner. D'un coup, les gens votent, on fait le décompte, c'est Louis de Rohan qui gagne. Visiblement, il a corrompu une partie des votes, il a acheté les gens. Donc ça, c'est le contexte géopolitique. Une reine et un cardinal qui est très content d'être le premier aumônier de France, qui est très content de devenir cardinal, mais lui, ce qu'il veut, c'est comme Dubois, c'est comme Richelieu, c'est cardinaux qui deviennent Premier ministre. C'est ça son rêve, il veut devenir Premier ministre. Louis XVI se dit pourquoi pas, il pourrait faire un bon Premier ministre. Marie-Antoinette et tous ces affrontements qu'il a bâtis contre Marie-Antoinette l'empêchent de devenir Premier ministre. Donc ça, c'est le contexte politique, géopolitique. À ça s'ajoute l'innovation à l'époque dans l'industrie du luxe. Vous avez Böhmer et Bassange, qui sont deux bijoutiers absolument incroyables, qui sont les bijoutiers attitrés de la couronne de France, après avoir été à la couronne de Prusse, et qui sont aujourd'hui installés en France, place Louis le Grand, on appelle ça maintenant place Vendôme, à Paris, et qui fabriquent un collier absolument magnifique. Aujourd'hui, le prix est estimé autour de 7 et 8 millions d'euros, le collier. Ils ont fait un collier formidable que Louis XV devait acheter pour la comtesse du Barry, mais Louis XV est mort trop tôt. Louis XVI était prêt à l'acheter pour Marie-Antoinette. On sait que Marie-Antoinette adorait les bijoux. Et Marie-Antoinette a dit non, mon mari, il vaut mieux garder cet argent pour construire des bateaux pour défendre la France plutôt que d'acheter ce collier, alors qu'elle aurait bien voulu avoir ce collier. Donc Böhmer et Bassange se retrouvent avec toutes ces pierres qui sont faites dire du monde entier. Le collier est magnifique. Si vous allez au château de Breteuil, à côté, pas loin de Paris, vous avez une reproduction du collier. Ce qui se passe, c'est que le cardinal de Rohan va rencontrer une jeune femme, Jeanne de Valois. Alors, oui, effectivement, c'est une Valois, puisqu'elle a un arrière-ancêtre qui est un héritier par la main gauche, comme on dit, des Valois. C'est-à-dire qu'un des Valois a une maîtresse qui a eu des enfants, et c'est cette lignée-là. Quand Jeanne naît, la famille est complètement appauvrie. Les parents laissent tomber Jeanne et sa sœur et son frère. Les enfants sont laissés à volo et ils font la mendicité. Il y a une baronne qui est un petit peu en pitié, qui leur donne un petit peu d'argent, les habille, et Jeanne est amenée à croiser le cardinal de Rohan. Le cardinal de Rohan, qui est toujours sensible au charme des jolies filles, fait de Jeanne sa maîtresse. Et Jeanne comprend très vite le problème psychologique de Rohan et le fait qu'il a tout ce qu'il faut, il a beaucoup d'argent, c'est une des premières fortunes de France derrière la famille royale, il a tout ce qu'il veut, sauf qu'il ne peut pas être Premier ministre. Et là, Jeanne commence à jouer finement en disant, tu sais, Antoinette, la reine, je la connais bien, et je peux te le dire maintenant qu'on se connaît, j'ai parlé de toi avec elle t'en veut pas tant que ça. Hein. En fait, je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle t'aime bien, mais quand même, quelques conversations que j'ai eues avec elle, finalement, t'es pas un ennemi. Bon, elle commence à l'entretenir comme ça. Et au bout d'un moment, Rohan dit, mais tu auras des preuves un peu de tout ça. Pas de souci. La fois d'après, j'avais avec une lettre signée Marie-Antoinette
En fait, c'est Réto de Villette qui est l'amant, parce qu'il faut vous dire que Jeanne vit dans un couple à trois avec son mari et son amant, que la police appelle le taureau. Ça très bien à quoi sert l'amant. Et en plus, c'est un faussaire. Il écrit des lettres qui sont censées être des lettres de Marie-Antoinette. Et donc, dans ces lettres, Marie-Antoinette dit cardinal, je sais qu'on s'est beaucoup opposé, mais finalement, je vous aime bien. Bon, et puis, ça traîne des mois, et puis Rohan dit, t'es sûr vraiment que Marie-Antoinette, mais bien, il dit, écoute, si tu veux, je t'organise une rencontre. Alors là, Rohan, il est scotché. Qu'est-ce qui se passe? Le mari de Jeanne tourne autour du Palais Royal, qui était un endroit où on trouvait des prostituées à l'époque. Il voit une prostituée qui est pratiquement le sosie parfait de Marie-Antoinette. Et donc, il prend cette jeune femme, il l'habille comme Marie-Antoinette. Alors, si vous regardez le tableau qui a été peint à l'époque, vous voyez tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une sorte de dame paysanne en robe blanche. À l'époque, une reine sans toutes les robes d'apparat, on considérait que c'était pratiquement une photo de nu, alors que on regarder le tableau, nous on voit plutôt une femme jolie paysanne. Et la prostituée est habillée comme Marie-Antoinette, et on est au bosquet de Vénus, qui est tout en bas du château de Versailles. Et là, cette prostituée a une fleur, une petite lettre, et dit à Rohan, vous savez ce que ça veut dire. Et dans le petit mot, en gros, il y a une sorte de déclaration d'amour de Marie-Antoinette à Rohan. Alors là, Rohan est complètement pris. Il est persuadé, il a les mots de Jeanne, l'écriture de la reine, il a vu la reine, il a baisé la main de la reine, il était à genoux devant la reine, et il a ce petit mot de la reine, il est persuadé que Marie-Antoinette est folle, amoureuse de lui. Et quand Jeanne vient en disant, tu te rappelles le collier de Benoît et Bassange que la reine a refusé, en fait, elle en meurt d'envie. Le problème, c'est qu'elle ne peut pas acheter le collier. Si tu pouvais l'acheter pour elle, évidemment, elle te rembourse tout de suite derrière. Hein. Si tu pouvais l'acheter pour elle, là, ton poste de Premier ministre, là, t'es sûr que c'est complètement garanti. Et c'est ce que fait le cardinal de Rohan. Il achète le collier, mais même lui qui a une grosse fortune, il n'a pas assez d'argent. Donc, il va voir un financier qui s'appelle Claude Bodard de Saint-James. Comment il le connaît? Il faut savoir qu'il est cardinal et premier responsable de l'Église de France, mais il est aussi franc-maçon. Donc, parce qu'il a parmi ses proches un personnage fabuleux, je ne rentre pas dans ce détail, parce que sinon ça nous emmène trop loin, qui s'appelle Cagliostro, et qui est un personnage assez génial, qui vient se rajouter sur cette histoire. Et avec Cagliostro, il a tout un réseau franc-maçon, et Bodard de Saint-James est un banquier franc-maçon. Sauf que ce que ne sait pas Rohan, ce que ne sait pas Jeanne, c'est que Böhmer et Bassange, qui ont dû acheter d'énormes pierres très onéreuses pour faire le fameux collier de la reine, eh bien, ils ont été empruntés de l'argent à Bodard de Saint-James pour pouvoir tenir, parce qu'ils ont acheté, mais ils n'arrivent pas à le vendre, puisque Louis XV, finalement, n'a pas acheté le collier, et Louis XVI ne l'achète pas pour Marie-Antoinette. Et donc, Bodard, il se dit, attends, là, je suis en train de prêter de l'argent à Rohan, qui me dit qu'en fait, il le fait pour la reine, pour rembourser Böhmer et Bassange, qui vont me rembourser. En fait, je suis en train de donner de l'argent pour me rembourser tout seul. Donc, il dit, c'est pas très clean cette histoire. Il fait un petit mot à la reine en disant, Majesté, tout à fait prêt à prêter de l'argent pour que quelqu'un en votre nom achète le collier. La reine, elle reçoit le mot, elle ne comprend rien du tout. Rohan, qui lui est persuadé que c'est la reine qui lui a demandé d'acheter le collier, dit aux deux bijoutiers, donc, vous allez faire un petit mot de remerciement à la reine. Hein. Vous allez écrire merci à ce collier savoir qu'il est entre les mains de la reine de France, ils hésitent un peu. Du coup, Rohan écrit lui-même un missive, c'est signé les deux bijoutiers, et ça arrive encore à la reine. Deuxième message, la reine dit qu'est-ce que c'est que cette histoire de collier? Ça fait 2 fois que je reçois quelque chose qui ne va pas. Le marquis de Breteuil, qui devait être nommé ambassadeur à Vienne, et que le clan Rohan a réussi à prendre la place en faisant nommer Louis de Rohan ambassadeur à Vienne, il est Louis de Rohan depuis le début, il sent la bonne affaire, il fait une enquête, il s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On est au 15 août, le roi, il est aussi, Breteuil, il est aussi ministre de l'Intérieur. Breteuil, la reine, il y a 4-5 personnes qui sont là, deux nobles qui sont normalement proches de Louis de Rohan. Louis de Rohan est convoqué, on est le 15 août, c'est la fête de Marie, il va officier, il a mis ses plus belles parures. Et là, le roi dit qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il ne sait pas trop quoi dire, Rohan, parce que, en fait, il est persuadé que c'est la reine qui lui a demandé d'acheter le collier, il est persuadé que la reine est folle amoureuse de lui, il est devant le roi et la reine, il ne veut pas la trahir. Donc, il ne dit rien du tout,
il bafouille un peu, alors il mettez-vous à côté, écrivez. Il est tellement perturbé qu'il écrit n'importe quoi, il n'arrive pas à justifier. Le roi dit sortez, et là, Breteuil dit devant, on est dans la galerie des glaces à Versailles, il appelle les gardes, il dit garde, arrêtez monsieur le cardinal. Waouh, le premier cardinal de France en prison. Et là, normalement, si Breteuil n'avait pas publiquement dit garde, arrêtez monsieur le cardinal, s'il avait simplement mis en prison, le roi aurait dit ok, je ne sais pas ce que c'est que cette histoire, mais vous me rendez toutes les abbayes. Vous perdez votre fortune, vous êtes exilé, on n'aurait jamais entendu parler de l'histoire. Cette histoire s'arrêtait complètement, cette arnaque du collier de la reine par Jacques de la Motte-Valois serait restée complètement dans les ordres de l'histoire. Sauf que Breteuil, qui est vraiment quelqu'un pas très très sympathique, va essayer de se venger publiquement du cardinal. Il va faire plusieurs erreurs. D'abord, plutôt que de la laisser tranquille dans son coin, il fait de ça une affaire publique en faisant arrêter le cardinal. Ensuite, il laisse le choix à Rohan de son jugement. Soit c'est le roi, soit c'est ce qu'on appelle le Parlement à l'époque, la Cour de justice à Paris. Le roi, sûrement, il va lui couper sa fortune et l'exiler. Le Parlement peut le gracier, on ne sait jamais, c'est un tribunal, mais s'il perd, c'est la peine de mort. Donc, est-ce qu'on prend le roi? Est-ce qu'on prend le risque? Est-ce qu'on prend le roi? Et Rohan, qui est persuadé qu'il n'a commis aucune arnaque, et il a raison, c'est Jacques qui a tout monté, choisit le Parlement. Ça va devenir en fait un procès public qui va devenir un procès politique. Est-ce qu'on soutient Marie-Antoinette? Marie-Antoinette qui est impliquée dans l'histoire, qu'à l'époque on appelle Madame Déficit, c'est-à-dire quelqu'un qui passe son temps à dépenser l'argent de la France, qui est très très mal vu par les Français. Ça va devenir un procès politique de est-ce qu'on soutient Marie-Antoinette et Louis XVI. On est en 1785-1786, on n'est pas loin de la Révolution française. Il y a beaucoup de critiques sur la façon dont Louis XVI et Marie-Antoinette gèrent l'état de la France. 31 mai 1786, Louis de Rohan est gracié. Il est gracié. Donc j'aime bien cette petite phrase. Le Saint-Siège, c'est-à-dire le pape l'a rougi, du cardinal. Louis XVI l'a noirci et le Parlement l'a blanchi. Lui est vraiment libéré, il est porté en triomphe, sorti de la Bastille, et bien évidemment, tout le monde se retourne vers Jeanne. Et là, Jeanne, elle, on ne sait pas trop quelle relation elle a eue avec la reine. En tout cas, elle n'a jamais mis la reine en cause, donc elle est persuadée que quand on vient la chercher quelques jours après, c'est pour la libérer. Tout d'un coup, elle s'aperçoit qu'on la met dans une charrette, qu'on l'amène, pour ceux qui connaissent Paris, à l'ancien palais de justice, qui est le palais de justice de Paris. Dans la cour, on voit les grilles là, qui passent devant la rue, à côté de la Sainte-Chapelle. Et là, on l'a fait monter devant le bourreau. En fait, elle a été condamnée à avoir 2 V sur chaque épaule, un V sur chaque épaule, pour voleuse gravée au fer rouge. Donc, la première fois, quand elle voit ça, le bourreau essaie de l'attraper, elle se débat. Là, il arrache sa robe, la voilà nue devant tout le monde. Et on le sait parce que c'est des témoins qui étaient là et qui racontaient. Les gens sont scotchés, visiblement, c'est une très très belle femme. Et le bourreau lui commence à lui mettre un V sur une épaule et veut la retourner pour lui mettre, veut plutôt la pousser pour lui mettre un V sur l'autre épaule. Elle se débat, elle se retourne, elle prend le V au fer rouge sur le sein, elle tombe dans les pommes, on la ramasse, on l'emmène en prison des femmes. Quelques mois plus tard, alors qu'elle a reçu la visite d'Agui Marie-Antoinette, comme par hasard, elle s'évade. Elle s'évade de prison et elle part à Londres. Donc là, elle commence à dire que la reine doit la dédommager, sinon elle va raconter la véritable histoire. Elle finit par publier un livre. Vous pouvez regarder le livre, évidemment. Moi, j'ai eu la chance d'avoir. J'ai tous les historiens après moi, après l'événement jusqu'à aujourd'hui, qui ont raconté l'histoire. Vous pouvez regarder le livre de Jeanne de Valois. Il y a 3 mensonges et 2 erreurs par page. Elle raconte n'importe quoi sur Marie-Antoinette, qu'il a eu des relations avec elle. Tous les faits historiques dont elle parle sont faux. Tous les mots qu'elle met dans la bouche de Gaëtel sont complètement faux. Elle finira mal, Jeanne, parce qu'un jour, il y a 2 personnes qui vont venir la voir chez elle. Elle va croire que c'est des espions français qui viennent se venger. Elle s'enfuit, les gens courent après elle. Elle monte au dernier étage à Londres d'un bâtiment. Les gens la poursuivent. Elle ouvre la fenêtre, elle saute par la fenêtre. Elle se casse les côtes, les os, les hanches. Elle va rester 15 jours, 3 semaines à l'agonie avant de mourir. C'était juste des gens qui venaient lui demander si elle voulait bien payer son loyer. Elle a cru que c'était des espions français, mais malheureusement, elle va mal finir. Il reste un... Pourquoi ça a continué à susciter autant
autant d'intérêt cette histoire. Vous avez des comptes rendus du procès de l'époque, les premiers historiens après la Révolution française, début 19e, mi-19e, fin 19e, début 20e. Il y a je ne sais pas combien de livres qui sont sortis dans je ne sais pas combien de langues. Cette histoire continue à fasciner encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a des zones d'ombre sur ce qu'a fait Marie-Antoinette. La jeune prostituée qui a été prise qui ressemblait à Marie-Antoinette, lorsque l'histoire arrive, elle vient témoigner au procès. Là aussi, on a tout le recul de l'histoire, elle n'a jamais menti. Tout ce qu'elle a dit, vous allez aux archives nationales, vous avez ligne à ligne ce qu'elle a dit, tout ce qu'elle a dit s'est révélé juste au regard de l'histoire. Il y a une chose qu'elle dit, c'est qu'au moment où elle était dans le fameux bosquet de Vénus, déguisée en Marie-Antoinette, quand elle est repartie dans un carrosse aux armoiries de Marie-Antoinette. Comment est-ce qu'elle a pu partir dans un carrosse aux armoiries de Marie-Antoinette, si ce n'est peut-être que la reine a donné son carrosse? Et on se dit que Marie-Antoinette était peut-être cachée derrière, et de voir Rohan, son ennemi intime, à genoux par terre, en train d'embrasser la main d'une prostituée, ça a dû bien la faire marrer. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? On ne sait pas. Cette jeune prostituée, quand elle voit qu'on commence à sortir l'histoire et qu'elle est impliquée, elle va se cacher en Belgique. Et elle prend comme nom Mademoiselle Jeunesse. Mademoiselle Jeunesse, c'est le nom de jeune fille de la première dame de chambre de la reine. Est-ce que c'est aussi un hasard? Lorsque on s'aperçoit que Rohan, certes, est impliqué dans cette bizarre histoire de collier qu'on ne comprend pas encore très bien, le marquis de Breteuil, donc je rappelle qu'il est ministre de l'Intérieur, envoie la police fouiller chez Jeanne, parce que Rohan a dit, écoutez, moi, cette histoire est bien par Jeanne de la Valois, et le commissaire de police qui vient fouiller chez Jeanne dit, j'avais une instruction du marquis de Breteuil disant surtout la bonbonnière. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de bonbonnière? En fait, quand il arrive, le policier qui trouve la bonbonnière, il ouvre, et il y a un double fond dans le rabat de la bonbonnière, et dans ce double fond, il y a un portrait de Marie-Antoinette. Comment est-ce que le policier qui vient chercher des évidences sur l'implication de Jacques de la Valois sur l'affaire du collier sait qu'il y a une bonbonnière, que cette bonbonnière a un double fond? Dans ce double fond, c'est un portrait de la reine qui se dépêche d'enlever. Si ce n'est que la reine a dû dire à Breteuil, il faut absolument récupérer ça. Et puis enfin, on aimerait bien... En fait, Breteuil a toute l'explication. Breteuil a toute l'explication. Et ce monsieur a laissé des tonnes d'archives. Et donc, il y a un historien à la fin du 19e qui, après avoir beaucoup réfléchi, se dit il faut que j'aille voir les archives de Breteuil, c'est quand même dingue que personne n'y ait pensé. Il fonce chez la famille, les héritiers de la famille Breteuil, il tombe sur des centaines de livres. Il y a un trou sur 2 livres, c'est la période de l'affaire du collier. On a fait disparaître. C'est juste, c'est des livres. Voilà, on est, et c'est pour ça que l'histoire continue, je pense, aujourd'hui à fasciner, c'est que on a une arnaque qui a été liée à des dimensions financières, géopolitiques, psychologiques, et il y a ce rôle dans cette arnaque. On ne sait pas trop quel était le rôle de Marie-Antoinette, mais en tout cas, elle n'est pas aussi innocente qu'elle a pu le dire à l'époque. Voilà, ça c'est mon premier chapitre, c'est ma première grosse arnaque, celle avec laquelle il a fallu tisser, j'espère, des fils assez compréhensibles, parce que je me suis retrouvé à lire à peu près 30 000 pages pour essayer de comprendre ce qui s'était passé avec cette histoire. Donc ça c'est ma première arnaque. Je passe rapidement sur les arnaques du 19e siècle, qui sont des arnaques à la colonisation. On est à l'époque des grands empires coloniaux. Et vous avez une arnaque en Angleterre au début du 19e, et pratiquement exactement la même arnaque à la fin du 19e en France, où des gens disent « je suis propriétaire d'un terrain, payez-moi pour avoir un petit bout du terrain, vous allez voir, vous allez prendre un bateau, vous allez arriver là-bas, c'est le truc paradisiaque. Si vous êtes un peu costaud, vous avez bien travaillé, vous allez creuser la terre, vous allez devenir riche. » Évidemment, sur les îles, il n'y a que des moustiques, des pluies en permanence, et il n'y a rien du tout. Et vous avez sur le mari de l'aventure du Bray qui a réussi à vendre 700 000 hectares d'une île qui en comptait 1300, évidemment, à prendre l'argent de côté. Alors, l'histoire que j'aime bien, et tout dans les gens que je connais qui ont lu le livre, c'est l'histoire préférée des femmes. Je ne sais pas pourquoi, mais visiblement, cette histoire de Thérèse Imbert, elle est vraiment, elle passionne plus les femmes. Qu'est-ce qui se passe? Thérèse Imbert, son père est un enfant trouvé, sa mère malheureusement meurt alors qu'elle est très jeune, elle doit faire vivre la famille. Commence déjà à avoir des petites choses. Thérèse Imbert, elle dit oh là là, ça y est, je vais me marier avec un gars top niveau, qu'est-ce qu'il est bien, il est riche en plus. Donc elle vit dans un petit village près de Toulouse, elle va
va voir les boutiques à Toulouse, elle se fait faire une paire de gants, une robe, un chapeau, même. Le gars n'existe pas. Elle se fait faire tous les habits, il n'y a personne pour les payer, bien évidemment. Mais voilà, elle a réussi à avoir tous ces beaux vêtements. Bien évidemment, les huissiers arrivent et commencent à prendre tous les meubles dans la maison, qu'elle se dit, il faut que je trouve autre chose. Il se trouve que dans le petit village, pas loin de chez elle, il y a le fils d'un grand sénateur socialiste de l'époque qui sera premier président de la Cour des comptes, qui va devenir ministre, c'est quelqu'un qui aura une belle carrière. Son fils est là, Frédéric Imbert, et ils tombent amoureux tous les deux. Évidemment, la famille Imbert, cette petite jeune femme dont le père n'est rien du tout, il est le rebouteux un peu du coin, la mère est décédée, qui n'a pas de fortune. Bon, ça leur plaît pas trop, sauf que Thérèse s'invente une histoire en disant qu'elle a des propriétés dans le sud de la France. Alors, on pense que Frédéric Imbert, son mari, son futur mari, la croit au début. Il croit vraiment qu'elle a des propriétés, qu'en fait elle a une certaine fortune, parce qu'elle dit oui, mais elle n'arrive pas à vendre la propriété, parce qu'il y a une tante, elle baratine tout un truc pour dire qu'elle a des propriétés, mais elle n'a pas l'argent, ne t'inquiète pas, ça va bien. Ils se marient tous les deux, et je pense que Frédéric, au bout de quelques années, comprend rapidement que sa femme est une arnaqueuse, mais préfère rien dire, et même il va contribuer à la grande arnaque qu'elle va monter. Donc elle dit, ils finissent à Paris, et finissent par avoir, j'en reviendrai à la fin pour savoir quel argent, par acheter un beau petit appartement, et l'histoire commence une histoire qui commence à être racontée dans tout Paris. Alors en fait, la mère de Thérèse, avant de mourir, un jour descend de chez elle et elle croise un monsieur sur le trottoir. Le monsieur s'effondre sur le trottoir. Elle est juste à côté de chez elle, elle dit au passant, prenez-le, montez-le chez moi, appelez un médecin. Le médecin arrive, sauve le monsieur. Le monsieur se remet, il dit écoutez, je ne sais pas comment vous remercier, merci, c'est un Américain. Il repart aux États-Unis. Plusieurs années plus tard, cet Américain envoie une lettre, plutôt le notaire de l'Américain envoie une lettre en disant voilà, mon client est décédé, il est multimillionnaire. Et il m'a dit la chose suivante, un jour j'étais en France, je me suis senti très mal, j'ai failli mourir. C'est une dame, Madame d'Aurignac, qui m'a sauvé et je voudrais lui léguer mon héritage. Et si des fois elle est décédée, ce sera pour sa fille Thérèse d'Aurignac, devenue entre-temps, en se mariant avec M. Imbert, Thérèse Imbert. Et l'héritage doit aller pour elle. Et pas un petit héritage, ça fait de Thérèse Imbert la première fortune de France. Donc c'est vraiment un énorme héritage. Sauf que deux neveux arrivent, eux aussi très riches, pour le principe, qu'est-ce que c'est que cette Française dont on n'a jamais entendu parler, qu'est-ce qu'elle vient prendre l'héritage de notre oncle, on ne comprend pas. Ils viennent en France, procès. Donc, procès, Thérèse gagne. Procès en appel, Thérèse gagne. On arrive en cassation. Ah, sauf que, avant d'arriver à la cassation, Thérèse dit, on a trouvé un accord à l'amiable avec les neveux. Mais je ne veux pas me faire avoir, je veux que la justice valide cet accord à l'amiable. On va leur repartir avec une procédure juridique. Validation, deuxième validation, on va arriver à la validation finale, sauf qu'un des neveux dit, attendez, j'apprends par la bande qu'il y a eu des accords secrets entre l'autre neveu et la famille Imbert, moi je ne suis plus d'accord. Donc voilà, repartir avec un procès. Tout ça traîne d'année en année, la justice française est lente, et d'année en année, comme ça, pendant 20 ans, on va avoir des tracasseries juridiques entre ça va déboucher, ils vont se mettre d'accord, ils vont pas se mettre d'accord, etc. Tout ça avance, à un moment donné, le notaire, l'avocat, de Thérèse Imbert dit écoutez, là, moi j'en ai ras-le-bol, il y a les gens qui disent que cet héritage, on ne sait pas trop d'où il vient, parce qu'il faut savoir que grâce à cet héritage fabuleux qui est censé arriver, Thérèse Imbert emprunte des masses d'argent. Et donc elle vit sur un pied, sur une fortune absolument incroyable. Les gens sont prêts à lui prêter. Et il faut le dire, et elle va le dénoncer, elle a raison, que les gens lui prêtent à des taux d'intérêt usuraires. Ce n'est pas des taux d'intérêt habituels. Ils se disent, avec la montagne d'argent qu'elle va avoir quand elle va finir par régler ses prêts d'héritage, avec la justice va finir par valider, parce qu'à chaque fois elle gagne plus tôt ces procès contre les deux. Elle va finir par gagner, donc on lui prête à un taux un petit peu plus important, elle accepte parce qu'elle sait bien qu'il y a quand même tel d'argent qu'elle va gagner, elle peut donner un petit peu plus d'argent. Et puis il y a des gens qui commencent à dire oui, mais alors ça fait longtemps que ça traîne cette histoire, où est-ce qu'il en est cet héritage, est-ce qu'il est vraiment là, mais qui c'est cet Américain, etc. Donc l'avocat de Thérèse Imbert, un jour elle revient et dit à Thérèse, écoutez, voilà, il y en a marre de toutes ces suspicions, donc
j'ai pris le premier président de la Chambre des notaires de Paris, le premier président des huissiers de Paris, etc., la justice, tout le monde vient la semaine prochaine chez vous, on ouvre le coffre, parce qu'elle a mis, en fait, la fortune, elle a acheté de la dette publique française. Donc on ouvre le coffre, que certaines personnes ont vu. À l'époque, quand vous achetez de la dette publique française, pour toucher les intérêts, il fallait découper les coupons. Vous aviez des feuilles avec des petits trucs, donc il fallait, avec les ciseaux, découper le coupon du trimestre, aller porter ça à l'État et puis toucher votre argent. Donc elle a fait voir ce coffre avec tous ses titres, évidemment. Il faut un très grand coffre à l'époque, parce que la fortune est colossale. Il y a des gens qui ont vu ça, donc l'avocat dit, vendredi prochain, on a tous ces officiels, tous ces huiles, on ouvre le coffre, on regarde, on compte la moitié, voilà, et comme ça, le problème est réglé. Oh, bah merci, heureusement que vous êtes là, comme ça, toute la suspicion va s'envoler. Et le vendredi, quand tout ce monde arrive, la famille Imbert a disparu. Donc on attend un peu. Ça donne d'ailleurs, il y a eu un magnifique téléfilm qui a été fait par Antenne 2, comme on disait à l'époque, au début des années 80, c'est Simone Signoret qui joue le rôle de Thérèse Imbert. Vous avez une scène tout à fait hilarante de tous ces gens qui attendent, la famille Imbert qui ne vient pas. Finalement, on va chercher un serrurier, on casse le coffre et dedans, on trouve un bouton de culotte. Et quelques trois vieux papiers. L'américain n'existe pas, les neveux n'existent pas, l'héritage n'existe pas, les papiers qui mettent dans le coffre n'existent pas. Ça fait 20 ans que Thérèse Imbert vit avec l'argent emprunté. Elle a reçu de tout Paris, politique, juridique, etc. Tout le monde, ça fait 20 ans qu'elle arnaque tout le monde, l'héritage n'existe pas. C'est la stratégie juridique de validation de l'héritage, parce qu'évidemment, quand on conteste un héritage en justice, tout le monde est intéressé pour savoir qui va gagner. Personne ne se dit, mais est-ce que l'héritage existe vraiment? L'héritage n'existe pas. Je vous passe tous les détails, vous les trouverez dans le livre, de toutes les stratégies publicitaires pour faire croire que Thérèse Imbert et toute sa famille est très riche. Comme toujours dans les histoires d'arnaque, il y a eu des lanceurs d'alerte. Dès 1895, la Libre Parole, Édouard Dremont, journal raciste au possible, antisémite, quand vous vous retrouvez à la Bibliothèque nationale en train de dire ce torchon, c'est vraiment très désagréable. Sauf que vous avez un des journalistes de la Libre Parole qui pratiquement raconte l'histoire de l'arnaque. C'est tellement incroyable que personne ne croit. C'est tellement incroyable. Il dit, mais est-ce que l'héritage existe? Est-ce que les neveux, ils existent vraiment? Il y a des gens qui ont vu les neveux. Ce sont les deux frères de Thérèse Imbert à chaque fois qui jouent le rôle des neveux, à chaque fois qu'il y a besoin. Ils parlent anglais avec l'accent de Toulouse. J'aurais bien voulu écouter ce que ça donnait pour arriver à se faire passer pour des Américains. Ils baragouillent 30 000 anglais avec l'accent de Toulouse. Ce que disent les gens qui les ont rencontrés. Bref. On a aussi la banque Girard. Monsieur Girard était propriétaire d'une banque qui a fait un prêt à Thérèse Imbert, un très gros prêt à Thérèse Imbert. Et à un moment donné, il a des problèmes financiers, il doit être remboursé. Évidemment, Thérèse Imbert n'a rien du tout, elle n'a pas d'argent pour le rembourser. Le pauvre gars se suicide d'une balle dans la tête. D'ailleurs, Thérèse Imbert a toujours avec elle ce qu'elle appelle son carnet de suicidé. C'est tous les gens qu'elle n'a pas pu rembourser et qui ont pu se suicider parce qu'elle les a mis en faillite. Et là, le syndic de la banque Girard est un gars qui est assez pugnace, qui dit qu'est-ce que c'est que cette histoire. Il prend comme avocat Pierre Valdez-Grousseau, qui deviendra Premier ministre, parce qu'on est président du Conseil, comme on dit à l'époque, et Valdez-Grousseau mène une magnifique enquête. Et quand on lit aujourd'hui aussi Valdez-Grousseau, c'est incroyable, le gars avait tout compris à l'arnaque, personne ne le croit. On est en 1898. 1902, le Mediapart de l'époque s'appelle Le Matin, et François Ignace Mouton est un journaliste d'investigation absolument incroyable. Il repart à l'attaque, il sait qu'il y a une histoire avec Valdez-Grousseau, il sait que dans le journal d'extrême droite, il y a déjà des gens, il met son enquête. Alors, il faut dire que contrairement à Mediapart, à l'époque, Le Matin faisait des enquêtes, et dès qu'ils avaient trouvé quelque chose, ils allaient voir les gens et disaient, alors voilà, maintenant on a la preuve que c'est une arnaque, vous payez combien pour qu'on ne publie pas? C'est une façon de faire travailler le journal. Sauf que là, François Ignace Mouton, il dit à son patron, l'histoire est trop bonne, on va feuilletonner l'histoire de jour en jour, et ça va nous faire exploser les ventes. Et il a raison, il feuilletonne l'histoire de jour en jour, et petit à petit, on s'aperçoit que ce qu'il a raconté est complètement vrai. Il rentre dans le... C'est absolument fabuleux, parce qu'il est vraiment, historiquement, évidemment, c'est plus facile pour moi, plus d'un siècle après, en ayant tous les travaux historiques, les résultats du procès qui viendront plus tard, de voir tous les éléments. François Ignace Mouton, il a vraiment tout compris. Ce qui est fabuleux,
Et c'est quand vous lisez les bouquins de Thomas Piketty, qui vous décrit les premières fortunes de France à la fin du 19e. Il vous dit, la première source de la fortune en France à la fin du 19e, c'est l'héritage. Thérèse, une arnaque à l'héritage. À l'époque, on passe de... Les gens qui sont très riches, jusqu'à présent, ils investissaient surtout dans l'immobilier. Ils commencent plutôt à investir en bourse. Thérèse, depuis le début, a dit qu'elle investissait en bourse. À l'époque, quand on investit en bourse, on achète plutôt des actions. Mais pourtant, là, on est en train plutôt de passer à des obligations des titres de la dette publique française. Depuis le début, Thérèse Imbert dit qu'elle a des titres de la dette publique française. On a l'impression que Thérèse Imbert a lu Thomas Piketty et qu'elle applique ligne à ligne toute la façon dont il décrit les premières fortunes de France. À l'époque, les prêts entre particuliers se font beaucoup. Les gens qui ont beaucoup d'argent prêtent à des amis ou en passant par le notaire. Les prêts par le notaire, on sait maintenant, et on commence tout juste à savoir, c'est des bouquins qui sont sortis en 2008, 2010, 2015, on sait que beaucoup d'argent, beaucoup de crédits passent non pas par le système bancaire, mais par les notaires qui ont beaucoup d'argent et qui font des crédits. Quand on fait le bilan de la façon dont Thérèse Imbert arrive à avoir des crédits, ce n'est pas des crédits bancaires, la grande majorité, c'est des prêts particuliers, la grande majorité, c'est des prêts qui passent par les notaires. Elle colle absolument avec toute l'histoire économique que nous décrivent les économistes aujourd'hui sur les circuits de financement de la fin du 19e, du début 20e. Évidemment, ça fait un procès retentissant, d'autant plus que son avocat est l'avocat d'Alfred Dreyfus, donc qui est un personnage un peu fort. Le pauvre gars, honnêtement, j'ai lu la plaidoirie, on est face à une arnaque tellement évidente qu'il essaye de se défendre, il essaye de faire un procès politique, il est complètement à côté de la plaque. Je n'ai pas lu sa plaidoirie pour défendre Dreyfus, mais sa plaidoirie pour défendre Thérèse Imbert, elle est archi. Donc évidemment, elle se fait condamner. Elle devient un personnage public. Il y a un jeune journaliste qui commence à écrire des petits romans policiers avec un héros qui s'appelle Arsène Lupin. Une des premières aventures d'Arsène Lupin, il se fait escroquer par Thérèse Imbert. Arsène Lupin, c'est des premières aventures. Et de manière assez étonnante, au début, je me dis, bon, comment elle finit, Thérèse? Et vous avez sur la fiche Wikipédia, à un moment que je n'ai pas été, je ne sais pas si c'est toujours marqué comme ça, c'est marqué que elle finit par sortir de prison, elle va aux États-Unis, elle meurt aux États-Unis. Oh, tiens, c'est original. Et puis je fais des recherches et elle ne part pas du tout aux États-Unis. Rien de ses frères, effectivement, qui après être sorti de prison, ils ont tous été condamnés, après être sorti de prison, va aux États-Unis, mais il arrive à Ellis Island. On s'aperçoit qu'il a un dossier judiciaire, il est refoulé, donc il revient en France, il n'a même pas pu rentrer aux États-Unis. Et Thérèse, en fait, on la retrouve régulièrement dans les journaux, parce que son mari, à un moment donné, ils ont vraiment plus d'argent, il paye sa viande, il faisait de la peinture un peu. Donc il paye sa viande en laissant quelques tableaux au boucher, et puis il y a un problème parce que le boucher dit qu'il n'en a pas eu pour son argent avec le tableau, enfin bref. Et on la retrouve comme ça, jusque en mai 1939. C'est la dernière fois que j'ai retrouvé sa trace, elle a dû décéder pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et en mai 1939, on retrouve sa trace, il y a quelqu'un qui va absolument la rencontrer, et qui la cherche partout, et qui finit par la retrouver, pas très loin d'ici, du côté de Levallois. Elle est extrêmement pauvre, elle est toute seule, son mari est mort, ses frères sont morts, elle vit dans l'extrême pauvreté pour quelqu'un qui a vécu pendant 20 ans de manière très très riche, absolument, elle a dû avoir une vie assez difficile. Et ce gars qui la cherche, c'est parce qu'elle a un troisième frère qu'elle a envoyé, elle avait acheté une petite plantation en Tunisie, elle l'a envoyé gérer la plantation en Tunisie. La plantation, elle ne donnait rien du tout, les terres étaient très mauvaises. Et le gars, il lui reste 1000 francs. Et en fait, c'est un notaire qui court après Thérèse Imbert pour lui donner son héritage de 1000 francs. J'ai trouvé que c'était une belle fin pour une femme qui avait monté une arnaque à l'héritage. Où est-ce que j'ai encore un peu de temps? Ou pas? La question est posée. Est-ce qu'on continue à écouter ou est-ce qu'on peut entrer dans le débat par rapport à... Allez, je finis. Non, je ne vous raconte pas d'histoire. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Ce qui m'a intéressé en fait, donc j'ai un gars qui fait croire qu'il est capable de faire du diamant synthétique. On est au début du XXe siècle. Il arnaque la plus grande multinationale du moment, la Devers. J'ai un industriel suédois, vrai industriel, un vrai chef d'entreprise innovant qui produit des allumettes, Park Kreuger, qui va réussir à arnaquer
toute la finance américaine, en passant par les paradis fiscaux. On est en 1923, chapeau l'artiste. J'ai Michele Sindona, j'ai des personnages fabuleux dans les années 20, je passe le détail, il y en a un qui a réussi à avoir de la Tour Eiffel. Quoique, il est resté dans l'histoire en disant à la personne des services secrets américains qui avait fini par mettre la main sur lui qu'il avait vendu la Tour Eiffel. J'ai un peu enquêté. Je vous laisse faire le chapitre. J'ai Michele Sindona. Michele Sindona, j'ai voulu le mettre parce que c'est pas un arnaqueur comme les autres, c'est parce que c'est un escroc mafieux. Le gars a réussi en 1957 à devenir le banquier de la mafia. 1957, Palerme, il y a une grande réunion des mafieux américains et siciliens sur le partage des tâches, sur, comme diraient les économistes, organiser les chaînes de valeur mondiale de la drogue, où est-ce qu'on produit, où est-ce qu'on transforme, où est-ce qu'on vend, et il faut un financier pour blanchir. Et Michele Sindona, il va être le banquier, et il se trouve qu'il est très proche du pape, il va devenir le banquier du pape en même temps. Donc il est banquier de la mafia et banquier du pape en même temps. Il ne peut réussir à développer son arnaque mafieuse que parce que la finance est en train de se libéraliser à l'époque et qu'il va jouer de la libéralisation financière. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne sais pas si vous suivez un peu les questions de régulation financière, depuis la crise financière de 2007-2008, il y a des nouvelles règles qui sont censées éviter que les banquiers fassent trop de bêtises. On appelle ça des règles de Bâle 3. Ben, il y a eu Bâle 3 parce qu'il y a eu Bâle 2, Bâle 2 parce qu'il y a eu Bâle 1, et Bâle 1 parce qu'il y a eu le comité de Bâle. Le comité de Bâle, il a été créé après que Sindona ait fait exploser une banque, après qu'il y ait une autre banque qui est liée aussi à une arnaque, pas une arnaque mafieuse, mais une banque allemande qui a explosé aussi. Parce que c'est ça que moi je peux vous dire que j'ai fait des études d'économie, jamais on vous raconte que c'est lié aux arnaques de mafia, le début de la régulation bancaire mondiale. Et pourtant, le début de la régulation bancaire mondiale, il est dû à cette arnaque de Michele Sindona, banquier du diable. Et en 2014, au Vatican, il y a eu un cambriolage. Les gars sont rentrés, ont été dans une salle où il y a des armoires d'archives. Ils ont ouvert une porte, ils ont fracturé une seule porte et ils ont pris un paquet de documents. Ils savaient ce qu'ils venaient chercher. Quelques semaines après, le commissariat du Vatican reçoit un petit paquet disant « Vous avez été victime d'un vol il y a peu de temps, voici quelques-uns des documents qu'on vous a volés. » Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Des lettres de Michele Sindona avec le pape, avec les réseaux francs-maçons, avec les réseaux d'extrême droite, montrant bien que Sindona était vraiment très très proche de réseaux financiers du pape, indiquant que Paul VI, le pauvre qui est mort depuis longtemps, a encore un compte en euros sur lequel il y a à peu près 140 000 euros et qu'il est actif, un compte en dollars sur lequel il y a à peu près 300 à 400 000 dollars et qui est actif. Ce monsieur mort, pape, depuis très longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'année d'avant, le pape François a été élu et il a dit « Je vais faire le ménage dans toutes ces finances occultes du Vatican ». Et là, un an après, il a le message de on ne sait pas qui lui disant « Tu veux faire le ménage? D'accord, mais tu vas remettre des trucs et la papauté, et il y a peut-être des choses qui vont sortir que tu ne veux pas voir sortir de l'histoire. » Cambriolage assez époustouflant, qui veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, en 2020, les fils financiers opaques tirés par l'escroc mafieux Michele Sindona, ils sont toujours là. Et il y a toujours des gens qui sont les héritiers de ça. Je termine avec quand même ce que j'ai voulu faire. Ce que j'ai voulu faire, c'est-à-dire, je vous ai dit, est-ce qu'en passant cette douzaine d'histoires en revue, on peut essayer de comprendre ce que sont les escrocs et les personnes arnaquées? La littérature nous aide bien. Si vous êtes passionné par ce sujet, vous avez Herman Melville, ce livre de Midi, Le Grand Escroc, qui raconte comment le gars est sur un bateau, on pense que c'est le même personnage qui joue plusieurs rôles, il va essayer d'arnaquer un peu les gens, leur tirant un peu d'argent, mais comme dit la force du bouquin, c'est de montrer que la force de l'escroc, c'est la confiance. Ce que veut le gars, c'est, il y a un étranger, il rencontre quelqu'un, combien de temps il lui faut pour installer une relation de confiance et que la personne accepte de faire quelque chose qu'a priori elle n'aurait jamais accepté de faire. Et c'est ça le grand escroc. Quand on vous dit, pour que l'économie reparte, il faut de la confiance, pour que la société française, la société de défense, il faut de la confiance. Oui, attention, quand il y a beaucoup de confiance, il y a beaucoup d'escrocs aussi. Le meilleur livre de littérature sur les escrocs, à mon sens, c'est Carlo Lorenzini qui l'a écrit. Carlo Lorenzini, ça veut dire rien. Peut-être Carlo Collodi, ça vous dit quelque chose, et Carlo Collodi, ça veut dire rien. Son personnage, là, vous allez dire, oui, je connais, c'est Pinocchio. Évidemment, Walt Disney fait de Pinocchio un petit garçon qui a le bien, le mal, esquivation. C'est pas du tout ça l'histoire de Collodi. Le petit roman de Collodi, c'est pas du tout ça. Le petit roman de Collodi, c'est une bûche, qui n'est pas une bûche, c'est un petit garçon. C'est Geppetto et un autre
et un autre charpentier menuisier qui se battent, on s'aperçoit qu'ils ont des perruques. Attention, les apparences sont trompeuses. Quand on rentre chez Gepetto, on ouvre la porte, au fond, il y a une cheminée, il y a une belle marmite qui fume, c'est un trompe-l'œil. Vous avez un magnifique repas carré, c'est des choses en carton, c'est des aliments en carton. Vous avez une potion dégoûtante qui sont mauvaises, qui n'est pas belle, c'est le meilleur remède du monde. C'est ça le message de Colegui. Attention aux escrocs, la réalité est souvent trompeuse. À mon avis, c'est le meilleur livre sur les escrocs. Je vous passe sur les économistes, quoi, rien à dire sur le sujet. Les sociologues, pas grand-chose. Et on se retrouve avec ma question, pardon, je suis économiste de formation. La fin du livre, c'est pour dire, est-ce que l'arnaque, c'est un marché d'offres ou un marché de demande? Est-ce que c'est un marché d'offres? Est-ce que ça tient au fait que les arnaqueurs sont absolument géniaux? Ou est-ce que c'est un marché de demande? Ça tient au fait qu'en fait, on aime bien se faire arnaquer. Enfin, on a des prédispositions psychologiques pour se faire arnaquer. Il y a des choses qui nous disent qu'on a quand même des prédispositions psychologiques pour se faire arnaquer. Pour les matheux, le théorème de Chasles, je ne sais pas si vous avez dit quelque chose sur les lecteurs, grands mathématiciens, nos gamins apprennent encore comme moi l'école de théorème de Chasles. Le gars était passionné de documents et d'autographes. Il a réussi à se faire vendre n'importe quoi, des documents de Galilée en français, alors que le pauvre gars ne parlait pas un mot de français, et au moment où il est censé avoir écrit la lettre, il était aveugle. Il s'est fait vendre n'importe quoi, comme quoi il y a quand même des gens, même, c'est pas une question d'intelligence, on a une propension à se faire arnaquer. Pourquoi? Parce que on adore se faire raconter des histoires. On adore raconter des histoires. Pourquoi la Bible, c'est pas des théories? La Bible, c'est des paraboles, c'est des histoires qu'on nous raconte. Voilà, l'importance de transmettre le message par les histoires est importante. Et puis, on a toujours un biais de confirmation. Dans toutes les histoires d'escroquerie, que j'ai, il y a des gens qui ont dit « Attention, tu es en train de te faire arnaquer ». Il y a des lanceurs d'alerte à chaque fois. Mais dans notre psychologie, il y a ce qu'on appelle un biais de confirmation. Quand on a fait un choix, tout ce qui vient à l'encontre de ce choix, on a tendance à le mettre de côté. On ne retient que ce qui vient ajouter le choix. Ce test psychologique magnifique. Vous mettez des gens dans une pièce, vous leur donnez 5 mots. Vous mettez des gens dans une pièce, vous leur donnez 5 mots. Il se trouve que les 5 mots de la première pièce sont tous liés à la vieillesse et à la difficulté de se mouvoir. En fait, le test, il n'est pas là. Après, on dit aux gens, bon, alors maintenant vous avez fait le test, vous allez dans l'autre salle pour faire le test. À chaque fois, les gens qui avaient les 5 mots de vieillesse sont très lents pour aller d'une salle à l'autre. Et ceux qui n'ont pas eu les 5 mots de vieillesse sont plus rapides. Et l'influence psychologique qu'on peut avoir. Il se trouve en plus que les riches ont une morale un peu plus élastique. Évidemment, arnaquer les pauvres, ça c'est pas beaucoup. Les arnaques à la colonisation, ils arnaquent un peu les pauvres. Les arnaqueurs, ils vont chercher l'argent là où il est, donc ils arnaquent plutôt les riches. Et on a des tests psychologiques qui montrent que les riches ont plutôt une morale élastique. Là, vous avez un beau test. Je ne vous fais pas les 3, 4, 5 tests, je vous en raconte juste 2. Un test psychologique dans lequel, à côté des gens, il y a une grosse bonbonne de bonbons. Et les expérimentateurs disent oui, alors vous allez faire vos tests. Oh, ça c'est parce qu'en fait, on fait souvent des tests avec des enfants, puis à la fin, on leur dit de prendre des bonbons. Vous pouvez en prendre un si vous voulez. Et en fait, c'est ça le test. Et vous classez les gens par niveau de revenu, et qui va s'en mettre plein les poches, c'est le cas de le dire, de bonbons, et ben c'est toujours les plus riches. Et le test magnifique, c'est on les met devant un ordinateur, les gens sont classés par niveau de revenu, on les met devant un ordinateur, et on leur dit voilà, vous avez un logiciel de lancement aléatoire d'un dé. Vous allez appuyer 5 fois, d'accord? 5 fois 6, vous lancez un dé. On dit celui qui a le plus gros score, ben, il aura une petite prime en argent, parce que c'est lui qui a gagné. Et donc 5 fois un dé, 5 fois 6, 30 maximum. Sauf que ce que les gens ne savent pas, c'est que le logiciel est truqué, on ne peut pas faire plus que 12. Et qui revient avec des 18, des 20 et des 30, toujours les plus riches. Donc voilà, on a cette faculté à se faire arnaquer, et cette possibilité pour les plus riches d'avoir une morale élastique. Et je termine en vous disant, mais aussi, en fait, j'ai eu la chance parce qu'en 2018, dans les enquêtes de médecins régulières, il y a une question en disant est-ce que vous êtes déjà fait arnaquer? En fait, il n'y a que 3,3% des Français qui disent on s'est déjà fait arnaquer. Donc c'est pas tant que ça. C'est plutôt des petites arnaques, celles dont on parlait au début, hein, des petites arnaques, coups de fil de téléphone et tout, pour essayer de vous vendre des trucs, ou vous dire vous pouvez avoir des iPods pour vos enfants à 50 €, évidemment il y en a un qui est gros comme ça, qui rentre pas dans l'oreille, et l'autre qui rentre des 15 €, des petites arnaques commerciales. J'ai réussi, je pense, en m'appuyant sur les travaux des psychologues, à montrer qu'en fait, c'est plutôt un marché d'or, c'est-à-dire il ne faut pas avoir la chance de se retrouver avec un arnaqueur, parce que
Ils ont une psychologie particulière. Et la psychologie particulière, c'est celle du pervers narcissique. Le narcissisme, c'est bien parce que c'est ce qui donne confiance en soi, c'est ce qui fait que quand on a des problèmes, on arrive à les surmonter. Mais ça devient une pathologie quand c'est pervers. Tous les escrocs, je pourrais tous vous les repasser un par un, ils ont tous eu une fêlure dans l'enfance. Ils ont eu un problème de manque de sentiments de leurs parents vis-à-vis d'eux. Donc ça a développé chez eux un manque d'estime de soi, une honte de ne pas être à la hauteur, et donc il va falloir qu'ils surcompensent cette honte de ne pas être à la hauteur en essayant de dominer les gens, en montrant qu'ils sont très très forts, et ils veulent tellement dominer les gens que ça passe à la prédation. Ils deviennent vraiment des prédateurs. Toutes les arnaques que j'ai vues, et la douzaine d'arnaques que je décris dans le livre, il y a tous des gens qui travaillent avec eux. Au début, je me suis dit c'est normal parce qu'une arnaque, il faut des complices. En fait, quand on regarde le travail des psychologues, ça veut dire qu'ils ont tous besoin d'un miroir. En fait, ils ont tous besoin de gens qui leur reflètent le fait qu'ils dominent en partie la société. Une fois qu'ils sont pris, aucun remords, aucune culpabilité. Il y a Madoff aussi, à chaque fois qu'il y a des gens, vous savez Madoff avait 2 fils, il y en a un qui avait un cancer, qui est en rémission, et quand on a appris le scandale avec son père, il a replongé. Et il se trouve qu'il y avait un universitaire qui était au téléphone avec Madoff parce qu'il travaillait sur les élites économiques criminelles. Et donc, il lui dit, Bernie, tu as appris que ton fils, le cancer, il avait replongé, il était mort. Ah, ouais, il y a une nécro dans le journal? Oui, tu peux me la lire? L'universitaire lit, il dit, ah, ok. Ça va, Bernie, tu vas bien? Oui, non, je réfléchissais, parce que la question que je t'ai posée sur le taux d'intérêt, t'as trouvé la réponse? Bon. Et son autre fils s'est pendu. Et quand le même universitaire était avec lui, il lui dit, bon, ça va, Bernie, ton fils, ton aîné, là, s'est pendu. Il dit, oh, de toute façon, là, je me suis porté l'impression. Il est passé à autre chose. Voilà, c'est peut-être une façon de se protéger. En tout cas, voilà, le bouquin se termine en disant quelles pourraient être les arnaques du XXIe siècle, mais je crois que j'ai déjà trop parlé. Merci. Bien, c'est le temps de prendre la parole. Si vous avez des questions, si vous voulez approfondir par rapport à la fin aussi, ce lien qu'il y a entre l'arnaqueur et la personne qui est arnaquée, toutes ces questions-là, je crois. Je pense qu'on peut maintenant peut-être aborder un certain nombre de questions par rapport à ce qui vient d'être dit. Alors, c'est vrai que la difficulté, c'est toujours d'être le premier à prendre la parole, mais je pense qu'il y a déjà de... Voilà, très bien, c'est parti. Une question très basique sur ce que vous dites, que le Comité il est évalué à 6 ou 7 millions d'euros, mais la merde, en France, rien du tout. Il y a un peu de compensation milliardaire, je suis surpris par votre estimation. C'est un peu un détail, mais... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Comme ça, on va... C'est-à-dire qu'il considère que le prix de ce collier est vraiment infime par rapport au milliardaire. 7-8 millions d'euros par rapport à 1 milliard, c'est effectivement pas grand-chose. Est-ce que vous considérez que la crypto-monnaie, c'est pas l'arnaque de Est-ce que vous considérez que la crypto-monnaie va être l'arnaque du XXIe siècle? Je veux savoir pour vous quelle est l'importance de l'arnaque par rapport à l'économie. Si elle a, disons, elle a agi sur l'économie ou pas. À partir de ce que vous décrivez, on peut imaginer qu'il existe aussi des arnaques dans l'univers de la science et des univers dans l'univers de la politique, qui sont les mêmes ressorts. Oui, il y a une arnaque qui circule beaucoup sur Internet, sur le site conspirationniste. Et c'est comme quoi la Réserve fédérale serait illégitime, elle a été créée, et que c'est une banque privée, alors que c'est censé être une banque publique. Je ne sais pas les termes, mais je pense que
Alors oui, 7-8 millions pour des milliardaires d'aujourd'hui, ça fait pas beaucoup, mais même pour les fortunes de l'époque, ça fait quand même beaucoup. Alors j'ai plus le montant en livres de l'époque, mais même pour la famille, même pour Rohan. Donc les plus gros dépensiers, c'est le roi, Marie-Antoinette et les frères du roi. Et tout de suite derrière, c'est Rohan. Et même pour Rohan, en fait, ce qui explique bien, je mobilise beaucoup un sociologue qui s'appelle Norbert Elias dans le bouquin, qui a écrit un livre qui s'appelle La Société de cour. Dans La Société de cour, Elias montre que ce qui est important, c'est pas votre fortune, c'est pas la façon dont les autres estiment votre fortune, c'est la façon dont les autres estiment que l'ensemble des nobles estiment votre fortune et votre rang social. Et pour ça, vous êtes obligé d'emprunter, même Rohan, qui est les premières fortunes de France, via crédit. Et pour lui, l'équivalent des 7-8 millions d'euros d'aujourd'hui, les emprunter, c'était énorme. C'était énorme pour l'époque. Donc c'est vrai pour aujourd'hui, vous avez raison, pour un Jeff Bezos ou un Bill Gates, un colis à 8 millions, ça ne doit pas être grand-chose, mais même pour les grosses fortunes de l'époque, c'était important. Les crypto-monnaies, il y a déjà eu des arnaques aux crypto-monnaies. Hein. Il y a des premières arnaques au Bitcoin, Mt. Gox, qui était une des premières institutions qui fabriquait du Bitcoin. On s'est aperçu qu'elle en fabriquait beaucoup plus que ce que ses performances informatiques ne pouvaient le permettre. Et la personne a été condamnée. Donc il y a déjà eu des arnaques au Bitcoin et il est évident que toutes les crypto-monnaies, et en particulier le Bitcoin, fait passer de l'argent sale. Tous les spécialistes en cybersécurité vous le confirment. Donc oui, on est plus dans le cas d'escroquerie mafieuse, là. On est plus du côté des mafieux que du côté des arnaqueurs qui arrivent à nous faire rentrer dans un monde complètement imaginaire et à nous faire réagir dans leur monde imaginaire. Et on dit toujours que l'arnaqueur, c'est le prince des bandits, hein, parce qu'il ne vole rien, c'est vous qui portez votre argent avec le soleil. Hein, c'est là qui arrive à construire ça. Est-ce que l'arnaque agit sur l'économie ou pas? Moi, dans les histoires que je raconte ici, vraiment, si on s'en tient à l'arnaque, hein, vraiment aux arnaqueurs, non, ce sont des je dirais, des aventures individuelles. Hein, ce sont des petits entrepreneurs individuels, ce sont des indépendants. Ils vivent avec, bien sûr, il y a, comme je l'ai dit, toujours un petit groupe autour d'eux. Madoff, quand il se fait prendre, on lui dit j'ai tout fait tout seul. Maintenant, on connaît l'histoire, c'est 15 personnes, Madoff, hein, pour te dire, pendant 25-30 ans. Parce qu'en fait, il a commencé bien avant que ce qu'il vous avait dit. Donc, c'est un petit groupe, c'est une petite PME. Mais ils n'agissent pas sur l'économie. Par contre, si vous voulez élargir le propos à tout ce qui est argent sale, au-delà d'argent mafieux, argent de la France fiscale, etc., l'évasion fiscale, même de l'optimisation fiscale, là, oui, alors ça joue un rôle extrêmement important dans l'économie aujourd'hui. Quand vous êtes une grosse entreprise au niveau mondial, vous avez besoin d'argent, vous pouvez aller demander à votre banquier. Mais si vous ne voulez pas aller demander à votre banquier, vous devez demander aux gros investisseurs mondiaux, les gens qui ont beaucoup d'argent, qui veulent peut-être vous financer votre entreprise. Qui est aujourd'hui le plus gros détenteur de ces titres émis par les entreprises pour financer? C'est la filiale financière d'Apple. Et vous regardez dans les comptes d'Apple, vous voyez rien, c'est planqué au Bermude. D'accord? Enfin, c'est planqué au Bermude. C'est enregistré officiellement au Bermude. Mais l'argent, il est partout dans le monde. Et notamment, il sert à acheter une partie de la dette publique française, une partie de la dette publique américaine, une partie de l'argent de la fraude fiscale. Quand on dit l'argent est en Suisse, ou à Liechtenstein, ou en Irlande, ou aux Pays-Bas, non. Le titre de propriété de l'argent est en Irlande, ou aux Pays-Bas, ou en Suisse, et donc contrôlé et taxé, et donc en fait peu contrôlé et peu taxé par le fisc irlandais, le luxembourgeois ou le suisse. En fait, l'argent, il est généralement pour les fraudeurs fiscaux français en France. Hein, ils financent soit des entreprises, soit de la dette publique française. Donc si on sort de mes petits arnaqueurs pour prendre l'ensemble de circulation de l'argent en PAC, alors oui, là, ça joue un rôle extrêmement important dans l'économie. Je ne sais pas si les arnaqueurs ont le même profil psychologique que dans le cadre des arnaques scientifiques et dans le cadre des arnaques politiques. Honnêtement, je ne sais pas. Qu'est-ce que ce sera une arnaque politique? Pour moi, les arnaques, encore une fois, c'est vraiment des gens qui arrivent à vous construire un monde dans lequel vous rentrez et qui vous subtilisent de l'argent. Je pense que les arnaqueurs politiques,
je ne sais pas ce que vous mettez derrière, je ne sais pas qui arrive à subtiliser l'argent. Les arnaques scientifiques, oui, là il y a des questions de budget, mais il faudrait regarder d'un peu plus près. C'est comme les arnaques à l'art. Il y en a beaucoup d'arnaqueurs, de faussaires, d'impostures dans l'art, que je n'ai pas intégré parce que moi ce qui m'intéressait c'était les arnaques qui étaient reliées au fonctionnement de l'économie et de la société du moment. Or, des arnaques au faux tableau, par exemple, vous en avez depuis qu'il y a des tableaux. Donc, alors, sûrement que le petit peu de choses que j'ai regardé sur les arnaques à l'art, on voit que même s'il y a des faux tableaux tout le temps, la façon dont on vend ces faux tableaux, les circuits de distribution, les circuits d'argent, je ne suis pas tout à fait les mêmes, ils sont reliés à l'économie du moment, mais ça m'intéressait un petit peu moins. Alors pour ce qui est de la fête, là c'est toute autre histoire qui n'a rien à voir avec la conférence d'aujourd'hui. Oui, la Réserve fédérale a été créée en 1913, après la grande crise de 1907 aux États-Unis. Elle n'est pas du tout organisée comme elle était la Banque de France ou la Banque centrale allemande ou la Banque d'Angleterre, c'est-à-dire qu'elle est organisée de manière régionale. Donc c'est vrai qu'il y a un centre qui a de plus en plus de pouvoir, la Réserve fédérale, la Banque centrale des États-Unis, le centre a de plus en plus de pouvoir, mais même aujourd'hui la Réserve fédérale a toujours organisé avec un centre et beaucoup de petites réserves régionales, et dans les réserves régionales, il y en a qui sont publiques, il y en a qui sont en partage entre public et privé. Les gens qui sont au conseil d'administration de ces réserves régionales, c'est des fonctionnaires, c'est des élus, mais c'est aussi des banquiers, des commerçants, des gens d'économie privée. Donc le constat, oui, ça c'est vrai. À mon sens, ça n'empêche pas la Banque centrale des États-Unis de jouer son rôle de régulateur public, mais là je ne classerai pas ça dans les arnaques. Je peux vous demander, quand on fait quelque chose, les subprimes, on considère que c'est une arnaque ou pas? Les subprimes. Les subprimes, est-ce que les subprimes c'est une arnaque? C'est les notes communes que vous payez? Autre question? Dans le même ordre d'idée, est-ce qu'avec toutes les dettes qu'il y a maintenant dans les États, est-ce qu'ils pourront un jour les rembourser? Est-ce que c'est pas une arnaque? Donc, pas pour le moment ça marche à la confiance parce qu'on peut toujours ça fonctionne. Il y aura une crise tôt ou tard avec des gens qui seront certainement dépossédés. Question. Alors, vous me faites sortir du thème d'aujourd'hui. Hein. Les subprimes, pardon de faire la pub pour un livre précédent, j'ai écrit un truc qui s'appelle Une brève histoire des crises financières. Comme je vous disais en introduction, donc là j'ai regardé 4-5 ans de crises financières de l'histoire. À chaque fois, il y avait une dimension frauduleuse. Dans toutes les crises financières, d'ailleurs, c'est le signe qu'on est proche d'une bulle financière. Quand on est dans une bulle financière et qu'on est proche d'une crise, il y a toujours un aspect frauduleux. Et là, vous avez un rapport du FBI qui dit que les subprimes, c'est compliqué parce que vous avez un petit marché d'immobilier américain qui, contrairement à ce qu'on dit, n'est pas du tout subprime. C'est aux États-Unis, vous êtes classé en étant prime ou subprime, c'est-à-dire qu'en fonction de votre. On juge votre capacité à rembourser les prêts immobiliers. Et donc, quand vous êtes subprime, c'est que vous êtes en dessous d'un score très particulier. Vous remplissez votre dossier de demande de crédit immobilier, et si vous ne cochez pas toutes les cases, vous êtes en dessous, je crois que c'est 700. Si vous êtes en dessous de 700, vous êtes subprime, et donc on vous demande, si on vous prête de l'argent, on ne vous prête pas d'argent, si on vous demande un taux d'intérêt extrêmement élevé pour couvrir le risque. En fait, vous apercevez que les gens qui n'ont pas remboursé ne sont pas des subprimers. Ceux-là ont eu très peu de crédit immobilier. En fait, c'est la classe moyenne qui est juste au-dessus, et la classe les plus riches qui ont eu des gros crédits, qui ont eu du mal au moment du retournement du marché immobilier à rembourser plus que les subprimes. Néanmoins, les courtiers en immobilier qui venaient taper à la porte des gens en disant vous devriez prendre un crédit immobilier, le FBI a parlé d'une épidémie de fraude. Une épidémie de fraude, pas quelques petits arnaques, une épidémie de fraude. Il y a des gens qui octroyaient des crédits immobiliers en sachant que les gens n'avaient, comme on dit, no income, no job, no asset. On appelle ça des prêts NIDJA. No income, pas de revenus, no job, pas d'emploi, no asset, pas de capital, pas de patrimoine pour rembourser. Après, elle filait ça aux banques. Les banques, de toute façon, elles prenaient tous ces prêts immobiliers, elles les découpaient en tranches, elles les mélangeaient, les crédits étudiants, les crédits auto, tout ce que vous voulez, elles les revendaient à d'autres. D'accord? Donc, elles s'en foutaient que les gens ne remboursent pas. De toute façon, elles les avaient vendus à d'autres. C'était le problème des autres. Je ne rentre pas dans le détail de la mécanique des subprimes. Il y a eu une dimension frauduleuse, d'accord, qu'au début, lorsque les courtiers ont réussi à caser, et souvent de manière pas tout à fait saine, même complètement
plutôt malsaine, ces crédits immobiliers. Maintenant, le petit marché immobilier américain depuis une crise mondiale, ça passe par d'autres mécanismes qui ne sont pas des mécanismes frauduleux, à mon avis. Quoique, quand vous regardez la liste des banques qui se sont fait condamner parce qu'elles n'ont pas averti le client, parce qu'elles ont donné de l'argent à Madoff en sachant très bien, a priori, qu'il est en train d'arnaquer tout le monde. Quand vous faites la liste, parce qu'elles ont blanchi de l'argent, parce que, vous trouvez à peu près 35-40 motifs pour lesquels toutes les plus grandes banques internationales, pratiquement, se sont fait taper dessus. Mais je ne dirais pas que la crise ne se passe le résultat d'une arnaque. Alors, les dettes, moi honnêtement, j'ai aucun problème avec les dettes publiques aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est les banques centrales qui payent. La France nous a fait un plan de 20 milliards pour relancer le plan de relance du gouvernement, pardon, un plan de 100 milliards. Dedans, vous avez 20 milliards de baisse d'un machin impôt que personne ne comprend, qui s'appelle les impôts de production, qui sont des impôts qui sont payés par les boîtes, bon, qui sont supprimés comme ça par le gouvernement. Là-dedans, c'est pas remplacé par d'autres ressources. Donc ça va creuser le déficit budgétaire, donc ça va creuser la dette. 20 milliards, c'est pareil, 20 milliards, s'en fout, le gouvernement s'en fout. C'est la Banque Centrale Européenne qui rachète nos dettes en ce moment. Et elle rachète plus de dettes même que ce que l'augmentation de la dette due à la pandémie nous impose. Donc, et la Banque Centrale des États-Unis, la Réserve fédérale dont on parlait tout à l'heure, elle a annoncé il y a 2 jours qu'elle allait continuer à racheter les dettes jusqu'en au moins 2023. Donc, avant qu'il y ait un problème de confiance, je pense qu'il va se passer beaucoup de temps. Pour ma part, je suis beaucoup plus inquiet des dettes privées, les dettes des entreprises privées. Elles sont explosives, elles sont beaucoup plus élevées. Elles étaient déjà beaucoup plus élevées en France par rapport aux autres pays européens. Se rajouter toutes les dettes qui sont liées à la pandémie, est-ce que nos entreprises vont être capables de rembourser leurs dettes? À quel coût? Parce qu'en admettant que même avec les masques, on va s'en sortir, que l'économie française reparte, etc., l'argent qu'elles vont gagner, elles vont s'en servir pour rembourser leurs dettes ou elles vont s'en servir pour investir et embaucher des gens. Parce que si elles donnent la priorité au remboursement de la dette, ça veut dire plus d'investissement, quid de l'avenir et plus d'embauche. Et là, le chômage va exploser. Donc moi, je ne suis pas très inquiet sur les dettes publiques parce que les banques centrales européennes, Banque du Japon, Banque d'Angleterre, Banque du Japon, ça fait des années, Banque centrale américaine se sont engagées à acheter et financer ces dettes pratiquement jusqu'à la fin des temps. Donc ce avec quoi on va vivre, c'est des dettes publiques élevées et des banques centrales qui détiennent beaucoup de dettes publiques. Et ça pour un paquet d'années. On est loin de mes escrocs. Oui, j'aimerais poser une question au niveau de la flatterie, de la séduction. Comment ça fonctionne ça? Parce que je me suis rendu compte que c'est quand même rapport homme-femme, rapport grand et petit, etc. Il y a toute cette perspective de la séduction et de la flatterie. Est-ce que c'est important dans l'escroquerie? Et puis après, il y a au niveau du vocabulaire, parce que parfois on dit l'escroc, l'arnaqueur, le filou, le rusé. Est-ce que tout ça, c'est la même chose? Est-ce qu'il y a une petite différence? Alors effectivement, ce dont je me suis aperçu, c'est que dans la façon des escrocs d'aborder les pigeons, il y a des techniques en fait. Et la meilleure descriptive des techniques que j'ai trouvée, c'est dans un bouquin qui fait fureur aux États-Unis, qui est un bouquin de marketing. En fait, c'est toutes les techniques de vente utilisées aux États-Unis. Il y en a 4-5 qui sont vraiment des techniques très bien identifiées. Et je me suis aperçu en me disant, tiens, c'est intéressant, est-ce que les escrocs ont recours à ces techniques? Et oui, ils ont plutôt eu recours à ces techniques. Ils n'appellent pas ça flatterie, mais il y a la sympathie, par exemple. Hein. Le vendeur, il est toujours sympa avec vous. Quand l'escroc, notre escroc national, Rocancourt, invite un gars à dîner dans un truc fastueux et que le coup d'après lui dit on peut se voir, c'est difficile de dire non. Là, vous avez mis la main là où il ne fallait pas. Le gars va vous arnaquer. Il y a la réciprocité. Je te fais un cadeau, tu me fais un cadeau. Et donc à un moment donné, quand vous recevez, à un moment donné, vous êtes obligé de rendre. Il y a l'imitation. Vous savez, votre copain, là,
il a fait le truc. Si lui il l'a fait, pourquoi moi je le ferais pas? Et puis il y a l'occasion unique. Vous savez que cet ouvrage a été imprimé à 8000 exemplaires et qu'on a vendu 7992. Si vous n'allez pas demain, vous n'êtes pas sûr de le trouver. Allez l'acheter. Et d'autres questions? Non, mais apparemment, c'est aussi sur le vocabulaire. Ah oui. Arnaqueur, escroc, filou, musée. Oui, pour moi, arnaque, escroquerie, arnaqueur, arnaqueuse, escroc, hein, comme disait Madame de Sévigné, totalement du Réau, je ne sais plus, un des grands auteurs de cette époque, escroqueuse. On n'a pas gardé de féminin, hein, même quand ce sont Elizabeth Holmes, qui est la jeune escroque du début des années 2000, je vous raconte juste l'histoire en vitesse. Elle dit, cette jeune ingénieure chimiste, elle dit, moi, depuis que je suis gamine, il y a un truc dont j'ai horreur, c'est les piqûres. À chaque fois que je vois une seringue, ça me fait peur. Donc, elle a inventé un tout petit machin qui vous pique au bout du doigt, ça prend 2 gouttes de sang, vous laissez ça, vous faites ça au moment d'aller faire vos courses, vous faites votre course, vous revenez 40 minutes après, elle a mis ça dans un petit appareil, ça envoie ça dans un ordinateur qui est dans son centre médical, ça vous fait toute votre analyse, ça revient, ça vous dit si vous êtes diabétique, si ça marche bien, si vous pouvez faire une prise de sang pour la fluidité de votre sang, et vous avez tous les résultats. Ce que les médecins disent généralement, quand on veut faire ça, il faut vraiment faire une prise de sang avec 2 gouttes de sang, arriver à faire ça. Ça, c'est vraiment l'innovation technologique absolument incroyable. Joe Biden, quand il est vice-président des États-Unis, vient la voir. Elle construit un faux laboratoire, un laboratoire de théâtre, peut-être qui, pour lui faire croire que le truc est super nickel et tout. En fait, à chaque fois qu'elle fait des analyses avec ses appareils, ça ne marche pas. Et les seules fois où elle fait des analyses et que ça marche, c'est parce qu'elle a pris des gros machins énormes de ses concurrents, mais son petit machin à elle, où il est censé simplement se piquer le doigt et rentrer ça comme un DVD dans un appareil et que ça fait l'analyse, ça ne marche jamais. Petit à petit, on va savoir que les gens qui ont travaillé avec elle, en plus, elle est vraiment pas très gentille avec les gens avec qui elle travaille, donc ça va les inciter à parler. Et petit à petit, on va s'apercevoir que quand elle dit qu'elle fait des choses, elle n'y arrive pas. Elle va quand même enfumer les plus grands laboratoires mondiaux. Elle va enfumer l'armée américaine. Elle va réussir à leur vendre ces trucs et à récupérer de l'argent. Alors plutôt, moi ça ne me dérange pas, du côté des plus conservateurs américains. Elle va arnaquer d'1 milliard de dollars. Et tous ces gens liés à la droite dure américaine qui croient en disant il y a du fric à faire avec la jeune Elizabeth Holmes. Elizabeth Holmes, vous regardez les vidéos, c'est une jolie petite blonde, elle parle comme ça. Elle a une voix très très particulière. Alors on ne sait pas trop si elle en joue ou si vraiment elle parle comme ça. Mais ça fait partie, elle s'est construit un personnage. Il y a des gens qui travaillaient avec elle quand Steve Jobs, fondateur d'Apple, le directeur d'Apple, a raconté ses mémoires. Il disait, bah voilà, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et les gens savaient où on était dans le bouquin parce que s'il disait, je mets toujours mon verre à gauche, elle mettait toujours son verre à gauche, je mets toujours mon stylo à l'envers, elle mettait son stylo à l'envers. C'est comme ça qu'elle s'est habillée comme Jobs, avec les cols roulés noirs. C'est parce qu'elle copiait Steve Jobs, parce qu'évidemment, elle était, non pas la future Steve Jobs, mais la Steve Jobs féminine. C'est un personnage assez fabuleux. Le procès devait avoir lieu fin août, lorsqu'on a découvert l'arnaque. Et puis je pense on en parlait tout à l'heure, je pense qu'avec l'épidémie, on n'a pas de résultat. Par contre, il y a un magnifique film qui est en train d'être tourné, mais je pense qu'il a dû aussi être arrêté, avec cette fabuleuse actrice américaine dont le nom m'échappe, que vous retrouvez dans le bouquin pour jouer le rôle d'Elizabeth Holmes. Pas de regret par rapport à des questions qui seraient sous-entendues, non? Bien, merci à vous d'être venus ici. Alors pour la suite de nos parcours, là, c'est vrai qu'avec la situation sanitaire, c'est un peu plus compliqué. En tout cas, le prochain carrefour dont nous sommes sûrs qu'il sera fait ici, c'est le 3 décembre, avec M. Guillaume Monod, qui travaille dans les prisons et qui abordera la question de la déradicalisation, parole de djihadistes. Donc on a un thème tout à fait différent, mais aussi d'actualité.
puis peut-être que si nous avons de bonnes nouvelles, peut-être en octobre ou en novembre, on aura un carrefour, mais vous serez prévenus par les moyens habituels. En tout cas, je vous souhaite aux uns et aux autres une bonne fin de soirée, un bon retour, et puis à bientôt, j'espère.